quart. Et le prochain concours aura lieu le 4 juillet prochain. Ben oui, le champion qui veut rattraper son titre, lui, M. Ed Cratchit, pèse 320 livres, alors que le champion en titre n'en pèse que 144, et c'est un Japonais. Mais il dit, je n'aurai de cesse que lorsque j'aurai reconquis mon titre de champion mondial de hot dog. C'était garni avec oignon et compagnie. Vous savez qu'on appelle en langage poétique le hot dog, le rôti. Imaginez le vent après une dégustation comme celle-là. Avec ce genre de ça, quenelle de porc dans son petit pain au droit sauce. La suite dans 3 minutes. Le rôti. Dans cette salle de billard et à la pointe des armes à feu, ils ont d'abord ligoté les personnes qui étaient à l'intérieur. Il y avait le gérant et des clients, donc 7 personnes au total, 6 hommes et une femme. On a volé l'argent du gérant et puis on a volé également l'argent des machines vidéo poker. On a volé dans ces machines pas moins de 5 000 $ et puis les 2 voleurs se sont enfuis et ils sont toujours en fuite d'ailleurs. On les recherche activement. Maintenant, si on regarde côté circulation, toujours à Montréal, de ce côté-là, début de nuit, collision violente à l'intersection des rues Jeanne-Mance et Sainte-Catherine. Alors, une automobile qui est entrée en collision avec un véhicule 4x4. On l'a vu, là, le véhicule, les 4 roues en l'air. Alors, 4 blessés dans cet accident, tous les occupants de l'automobile. Alors, on dit que sur ces 4 blessés, il y en a un qui est blessé très, très gravement, même que les gens sont restés coincés dans leur véhicule. Il a fallu utiliser les pinces de décarcération pour le tirer de leur fâcheuse position. Vitesse? On ne sait toujours pas, mais ça pourrait être ça, à moins que quelqu'un n'ait pas fait son arrêt obligatoire, tout ça. Alors, ça reste à vérifier avec l'enquête. Le beau temps qui est gâché, hein? Oui. Si on veut s'offrir une retraite respectable, il faudra payer plus cher. Oui, écoutez, si on veut pouvoir, dans l'avenir, profiter de la Régie des rentes, des prestations de la Régie des rentes, il va falloir augmenter les contributions. C'est un discours qu'on entend depuis bien des années. Bien là, c'est fait. Le gouvernement a décidé d'agir, ce qui fait que dès janvier prochain, en 1998, donc, les cotisations à la Régie des rentes, qui sont actuellement de 6 du salaire assurable, c'est payé à part égale employeur-employé, bien, ces cotisations sont augmentées de 0,4%. En 1999, 0,6%, et l'année suivante, en l'an 2000, 0,8%. Ce qui veut dire qu'au total, parce qu'on va augmenter également d'1,5% au cours des années 2001, 2 et 3, au total, on aura augmenté de près de 10% les cotisations. Donc, pour la ministre Louise Arel, c'est de cette façon que l'avenir de la Régie des rentes sera assuré. Là, on va se payer ce qu'on reçoit. On s'en va vers ça. On va payer autour de 10 mais on reçoit autour de 10 Vous savez qu'en 1966, il y avait 12 de la population qui était âgée de 65 ans et plus. Et en l'an 2030, ce sera 46 donc quasiment un Québécois sur 2 qui aura plus de 65 ans. 2030, c'est dans 33 ans. Ou 77. Non, je pas. On va t'en forme, on va jouer notre âge. Je serai d'âge pour retirer ma VTDA. Maintenant, autre dossier important, celui de la pollution agricole. Exactement, ça traîne dans le paysage depuis déjà un bon bout de temps que ce dossier-là. Alors, sur l'utilisation surtout du fumier en territoire agricole, alors devant l'impossibilité de s'entendre avec les gens impliqués, le gouvernement a décidé d'agir. À compter d'octobre 98, l'épandage de fumier avec des canons ou des gicleurs, ce sera interdit. Et on veut aussi adopter des normes pour réglementer le bruit en milieu agricole. Alors, concernant l'odeur, qui est au cœur du problème, le gouvernement ne se mouille pas. Il refile la responsabilité aux municipalités. Et ça, c'est loin de passer comme lettre à la poste. Les municipalités, dans leur règlement de zonage et d'urbanisme, vont devoir se conformer aux normes qui seront adoptées dans les schémas d'aménagement des MRC. En politique, l'absurdité, c'était pas un obstacle, eh bien, on vient de le vivre encore aujourd'hui. Alors, assez dur comme jugement. Les municipalités, d'ailleurs, qui menacent de boycotter ce nouveau système implanté par le gouvernement. Quant à l'UPA, elle va réagir dans les prochains jours. L'UPA qui s'en tire à bon compte parce qu'on craignait des mesures beaucoup plus sévères côté odeur, justement. Et là, ben, ça va être reporté, refilé aux municipalités qui, elles, devront porter l'odieux des normes. Est-ce que la pression populaire parvient à infléchir le gouvernement? Écoutez, le gouvernement qui recule sur un autre dossier, celui des garderies. Alors, dans la foulée de maternelles à plein temps qui vont être en vigueur à l'automne, le gouvernement Bouchard voulait
complète, éliminer les garderies à but lucratif. Alors, il y a une entente qui va leur permettre de survivre. Il y aura dorénavant 3 types de garderies. Les centres de la petite enfance, qu'on appelle, sans but lucratif, évidemment, qui vont fonctionner avec les subventions de l'État qui sont administrées par des parents. Ensuite, les garderies privées à but lucratif, qui ne recevront aucune aide du gouvernement. Et les garderies à but lucratif, qui, elles, seront associées au gouvernement, en ce sens qu'elles pourront toucher des subventions qui permettront à ces garderies d'offrir des places à 5 $. Et le 16 $ manquant pour combler la différence entre ce 5 $ et les coûts réels d'exploitation, c'est ça qui sera versé par le gouvernement à ces garderies à but lucratif, les parents qui sont impliqués également dans l'administration. Si j'ai bien compris, dans l'armée américaine, on ne traite pas de façon identique l'adultère chez les hommes et chez les femmes. Écoutez, c'est la grande question aujourd'hui dans les milieux américains, surtout les milieux militaires. Écoutez, un autre scandale sexuel dans les forces armées américaines, mais là, à très haut niveau. Cette fois, c'est celui qui est impliqué, là, c'est l'éventuel successeur du général John Shelikashvili au poste de chef d'état-major des forces armées américaines. Il s'agit du général Joseph Ralston, qui a eu, il l'a admis, avoir eu une aventure amoureuse il y a 13 ans, alors qu'il était colonel, avec une autre femme, parce qu'il était séparé, dit-il, de son épouse à ce moment-là. Ça reste à prouver. Okay. Alors, Ralston avait caché cette histoire-là. Ce sont des journalistes qui l'ont mise au jour cette semaine, et il a admis carrément qu'il avait eu tort. Sauf qu'on fait référence à cet officier, ce pilote de B-52, cette jeune femme, qui, elle, a été rayée des forces armées. En tout cas, elle a perdu beaucoup de plumes dans tout ça, parce qu'elle a eu une aventure amoureuse, elle, avec un civil marié à une militaire. Alors là, il y avait adultère, puisqu'elle a refusé, elle a nié la chose. Ensuite, on lui a donné ordre de mettre fin à ça. Elle a refusé d'obtempérer à cet ordre-là. Donc, dans les forces armées, inadmissible, elle a tout perdu. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 2 poids, 2 mesures, parce que du côté du général Ralston, le secrétaire d'État à la Défense, dit que, écoutez, aucune compromission, on peut y aller là. Un peu. Moi, je regarde ces voitures-là avec... C'était construit comme des... Non, je les ai vues, par exemple. Mais moi, je me souviens de la voiture la plus ancienne qu'on avait chez nous, là. C'était une espèce de Dodge dont la transmission était à bouton poussoir. Ah oui. Mon père avait ça. Et c'était indestructible, les calandres, la gros chrome, là. C'était bâti pour vivre 10 ans. Ah, la belle époque. 6h18, presque 19 cette fois, dans le monde du sport. On a beau être gros, grand et fort, mais quand la rondelle voyage plus vite que soi, pas de chance pour les faire. On blâme beaucoup ce matin Eric Lindros pour son manque d'intensité dans ce match-là. Hier, 3e de la série finale de la Coupe Stanley. Il y a également les joueurs qui étaient devant Ron Hextall, les autres coéquipiers de Lindros qui en ont arraché. La formule gagnante, on l'a vu, c'est moins Coffey plus Shanahan égale Coupe Stanley. Il fait la lite, M. Samuelson. Et hier, donc, ce qui s'est passé, il y a eu un but de John Leclerc en début de rencontre. On s'est dit, les Flyers sont encore là. Bien, la tornade est arrivée tout de suite après. Réplique rapide de Steve Yzerman. Et le but gagnant est survenu en première période. Beau jeu, beau lancer de Sergei Fedorov. Alors, c'était à ce moment-là 2-1. 3-1 après la première. Il y a eu d'autres filets en deuxième période. Alors, pendant qu'on voit le but de Martin Lapointe. Bref, les Red Wings de Détroit ne sont qu'à un match de leur première Coupe Stanley en 42 ans. Ron Hextall, hier, n'a pas été très, très bon. Un brillant choix de Terry Murray, encore une fois, il s'est trompé pour un 3e match de suite. Quelle mise en échec de Konstantinov aux dépens de Dale Hawerchuk. Alors, c'est terminé par la marque hier de 6-1. Donc, la Coupe Stanley peut-être samedi à Détroit. Dans les 2 dernières séries, les Expos ont accordé au-delà de 40 points. Oui, et hier, encore une fois, ils en ont accordé beaucoup. 9 au total. Défaite des Expos par la marque de 9-0 contre les Braves d'Atlanta. Denis Neagle a été très, très bon partant des Braves. Il a accordé 6 coups sûrs. Le jeu du match, c'est, disons, cet amorti, ce mauvais relais au premier de Omar Dahl. Ça ne s'est pas bien passé pour lui hier lorsqu'il est venu en relève. Vladimir Guerrero, qui tente de récupérer cette balle, se blesse à la cuisse. Élongation musculaire, il ratera 15 jours d'activité. Alors, bref, Philippe Alou n'était pas tellement content du spectacle qu'il a vu. Une autre défaite pour les Expos qui vont affronter ce soir les Cubs de Chicago, début d'une nouvelle série. Bruni Surin courait hier à Rome. Il courait à la rencontre d'athlétisme de Rome, mais pas tellement un bon temps. Là. Même le gagnant, Linton Christie, 10 secondes 20 centièmes, 10-30 pour Bruni Surin qui a pris le 5e rang. Et en terminant, la petite Hingis qui passe en finale. Quel spectacle hier. Quel match de tennis aux internationaux de France entre Martina Hingis et puis Monica Seles. Alors, Hingis, numéro 1 mondial, elle a trimé dur, mais elle a gagné 6-7. 7-5 et 6-4 pour atteindre la finale d'un tournoi pour la 7e fois en autant de tentatives cette saison. Alors, avec cette victoire, elle a porté son dossier à 40 victoires en autant de parties. Wow. Alors, ça va bien pour elle. Elle va affronter demain la Croate Iva Maioli, qui a défait hier Amanda Kötzer d'Afrique du Sud en 3 manches de 6-3, 4-6 et
7-5. Il y aura d'autres nouvelles dans le monde du sport et Guy Bolduc sera là pour nous les présenter. Tantôt, Guy. Nouvelle importante pour les parents de jeunes enfants concernant le dossier des garderies privées qui vraisemblablement ne vont pas disparaître. Nous aurons un reportage au retour de la pause de Valérie Lesage, sans oublier l'arrivée de Richard Latendresse pour la première revue de presse. Lorsqu'arrivent deux suspects, deux individus qui décident non seulement de s'emparer des recettes d'appareils vidéo poker, on parle de plusieurs milliers de dollars, mais également de faire évidemment la caisse et de faire également les poches des clients en question. On parle de 6 hommes et une femme qui se sont fait détrousser de tout leur avoir. Alors donc, évidemment, les gens se sont fait ligoter, bâillonner. Quant aux suspects en question, ils ne sont pas restés là, évidemment. Ils ont pris la poudre d'escampette, peut-être pour aller jouer d'autres parties de billard ailleurs, Michel. Et on va vous parler, Michel, au cours de l'émission, d'un événement assez spectaculaire qui se déroule au Parc Maisonneuve depuis mercredi. Imaginez-vous des gens qui courent 24 heures sur 24 depuis mercredi et ils ont l'intention de faire ça jusqu'à dimanche. On vous en parle au cours de l'émission. Ces gens-là dont pas, jamais? Ah, ça, oui, c'est un relais, là. Vous allez voir bon? ça. On va tout vous expliquer ça. Un petit spécial pour vous ce matin, tiens. Très bien, Gilles. Au revoir. Merci. À plus tard. Du côté de Québec, c'est Véronique Lessard qui, elle, va nous parler de l'arrestation du présumé meurtrier de cette étudiante qu'on a retrouvée sans vie à l'intérieur de son appartement. C'était tout près du campus universitaire, Véronique. Oui, ça s'est passé la fin de semaine dernière, mais on ne parle pas de l'arrestation. On parle que les policiers de Sainte-Foy ont émis un mandat d'arrestation contre Luc Fafard. Il est de Montréal. Il est âgé de 24 ans. On le voit à l'écran présentement. Il a les cheveux châtains courts. Il porte aussi la moustache, des boucles d'oreilles. Il mesure 1,75 m et pèse 54 kg. Il était aussi l'ami de cœur et le colocataire de Caroline Laniel, cette jeune étudiante qu'on a retrouvée morte dans son appartement dimanche soir. Les policiers croient qu'il s'agit d'une nouvelle affaire passionnelle. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans l'émission. Certainement. Merci beaucoup, Véronique. Et puis, dans le monde du sport, les Flyers vont probablement devoir changer de gardien encore une fois lors du prochain match. Extall, Snow, Extall. Là, ce sera Snow la prochaine, probablement. Oui, et pour une fois, les Flyers, au moins, s'étaient emparés d'une avance dans la série. Ça n'aura duré que 2 minutes. Oui, c'était 1-0. John Leclerc avait marqué. Et tout de suite après, le capitaine, à 9-0-3, exactement 2 minutes après le but de Leclerc, le capitaine Sizeman égale la marque. Et là, vous allez voir une bourde monumentale de Carl Dykhouse. Une erreur d'un défenseur que ne pourra corriger, évidemment, Extall. Et ça s'est arrêté dès là. Les chances des Flyers. Regardez-moi ce coup d'épaule exceptionnel de Konstantinov au départ d'Howard Chuck. 6-1, marque finale. C'est 3-0 pour les Red Wings. Il n'y a qu'une seule équipe dans l'histoire qui a surmonté un tel déficit, les Maple Leafs de Toronto en 1942. Les Expos ont perdu 9-0 contre les Braves d'Atlanta. Toute une DG, encore une fois. Quand même permis, mais là, l'édition des Red Wings de Détroit en 1997, on parle d'une des meilleures formations de l'histoire de la Ligue nationale. L'un des grands joueurs, dit-on, de notre époque, Eric Lindros, nous avons la meilleure séquence qu'il nous a offerte hier soir. C'est pendant la présentation des matchs, une certaine noblesse, sa superbe, c'est tout ce qu'on a vu de lui. Par la suite, il a réinventé ce qu'était la discrétion. Les Flyers ont marqué le premier but à 7 minutes de la première période, et tout de suite après, 2 minutes plus tard, en fait, Yzerman qui marque. Et là, c'est une erreur qui va coûter très cher aux Flyers. C'est Dykhouse qui a cafouillé avec le disque, fait de rough devant Extall. N'importe qui devant Extall va marquer. Ça sent Lord Stanley à Détroit. Avant que la première ne se termine, un beau tir de Martin Lapointe qui aura marqué 2 buts avant que la soirée ne se termine. On sait d'ores et déjà qu'avec une défense semblable, oui, ça c'est à faire pleurer. En sweep et whip, ça se ressemble. Alors que c'est 4-1 en deuxième. Shanahan, beau jeu. Il va tirer sur Extall de derrière le filet et la rondelle va franchir la ligne rouge. Par la suite, la robustesse, McCarthy aux dépens de Ninima et l'un des coups d'épaule les plus dévastateurs des séries, Konstantinov aux dépens de Howard Chuck. On s'amuse à Détroit. Ah, il y en a qui trouvent le moyen de se peigner d'une façon assez spéciale. C'est plutôt le calme du côté des partisans et des joueurs des Flyers. Défaite cuisante. 6-1, c'est maintenant 3-0 pour les Red Wings. Lindros, 2 passes au premier match. Il a été blanchi depuis ce temps-là. Est-ce qu'on peut comparer les Red Wings à l'équipe, par exemple, la bonne équipe de l'époque de Guy Lafleur de 75 à 80? Est-ce que le Canadien de cette époque aurait battu les Red Wings? On a le principal intéressé pour nous donner la réponse. On les battrait. On les battrait. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de profondeur, nous, côté défensif, offensivement. On avait 4 bons trios, 4 trios qui pouvaient compter des buts. Puis, il y avait aussi une fierté que tu ne trouvais pas ailleurs. Ah, pas question de Ken Dryden, là, tout ça. C'est étonnant. Bon, un match de jeudi après-midi, sur semaine, quand il faisait beau comme hier à Montréal, ça donne ce que vous avez vu, une poule assez maigre qui n'a rien manqué parce que c'était pas un grand match pour les... Une erreur d'Homer Dahl, un peu comme Jeff Jordan la veille, et qui plus est, sur le jeu,
élongation musculaire de Guerrero en tentant de ramasser la balle. Il sera absent pour 2 semaines. Ça va mal. Il y a eu 3 circuits des Braves. Hier, ils ont gagné 9-0. On vient de voir celui d'Andrew Jones. Ça s'est passé vers la fin du match. C'était Urbina qui était là. Défaite cuisante. Les Expos sont maintenant à 9 matchs et demi de la première position. Les Blue Jays avaient envoyé le gagnant du trophée Cy Young l'an dernier, le pauvre Pat Engun, qui a été victime d'un circuit de O.C. Canseco à la 8e manche, un circuit de 3 points. Ça portait la marque à 4-3 en faveur des Aces. Et à la 9e manche, un jeune homme qui faisait ses débuts dans le baseball majeur, première présence, Jason McDonald. Je l'ai, OK. C'est pas vrai. Oui, il l'a attrapé finalement. Le match est terminé de cette façon. Il y avait intérêt à la récupérer, oui, parce que... Et à Roland-Garros, du côté féminin, on sait maintenant que les finalistes seront Martina Hingis, qui a défait Monica Seles, et Iva Maiuli, qui a éliminé Amanda Coetzer. Les demi-finales masculines, c'est ce matin. On vous présente nos informations régionales. Sans recueil des dons en argent pour venir en aide aux sinistrés et aux familles des blessés du terrible incendie qui a fait 2 morts et 9 blessés. C'est que la petite communauté de 3800 habitants ressent beaucoup de sympathie pour les victimes de ce terrible sinistre. Je vous invite à entendre ce matin quelques commentaires que nous avons recueillis auprès de la population de Saint-Grégoire hier. Écoutez bien. Beaucoup, fait que c'est sûr que ça se parle beaucoup, ça affecte beaucoup de gens parce que ça, c'est un petit village, donc tout le monde se connaît. Puis... Oui, c'est tout du monde, c'est notre monde, nous autres, c'est épouvantable. Puis quand on peut aider, on aide à la manière que... En quelques secondes, je me suis rendue sur les lieux et j'ai vu des victimes. À sortir, je suis encore remuée dedans. Je ne reste pas indifférente et froide face aux gens qui le vivent. C'est plus pour les gens qui... La famille proche. Les morts, ils sont morts, mais c'est les proches. J'ai une bonne pensée pour eux autres. Les funérailles des 2 victimes de cet incendie seront chantées au cours de la journée de demain en l'église de Saint-Grégoire. Maintenant, la communauté des Abénaquis d'Odanak, près de Pierreville, mijote toujours un projet de casino de 100 millions de dollars. Ce projet revient à l'avant-plan de l'actualité à la suite de la diffusion d'informations voulant que Québec donne le feu vert à l'implantation d'un casino au village Huron près de Québec. Or, hier, le ministre responsable des communautés autochtones, Guy Chevrette, a dit qu'il y avait 7 ou 8 projets de casino semblables, mais que tout ça était toujours à l'étude. À Odanak, le chef Gilles Obomsawin précise que Québec connaît les intentions des Abénaquis depuis quelques années, mais que le dossier est toujours à l'étude. Selon M. Obomsawin, les bénéfices du casino autochtone profiteraient à l'ensemble des communautés amérindiennes du Québec. Et finalement, il y aura une nouvelle réunion concernant les pompiers de Saint-Mathieu-du-Parc qui ont démissionné en bloc. Ça va se passer lundi soir prochain à Saint-Mathieu. Je vous retrouve dans 30 minutes. D'autres motards. Du travail de professionnel. Richard Rick Vallée, un membre des Nomades, l'escouade d'élite des Hells Angels, qui s'est évadé hier soir de l'hôpital Saint-Luc au centre-ville de Montréal. Richard Vallée était détenu au centre de détention Rivière-des-Prairies et il semble qu'il s'est battu. Il a donc été hospitalisé à l'hôpital Saint-Luc pour une infection à la mâchoire. Il était escorté de 2 gardiens d'une agence de sécurité qui, évidemment, n'étaient pas armés parce que c'est la règle lorsque l'on transporte un détenu, particulièrement dans un lieu public, pour éviter d'être désarmé. Mais ça, c'est mauvais côté. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, alors qu'il arrivait à sa chambre, Rick Vallée a demandé à un des gardiens de l'amener à la douche pour se rafraîchir un peu. Le gardien, en bon samaritain, a accepté. Et lorsqu'ils sont arrivés à la douche, surprise en tirant le rideau, un homme avec un fusil de calibre 12. Le gardien a été menotté. Richard Vallée et son complice armé ont réussi à prendre la fuite facilement d'hôpital Saint-Luc grâce à 2 hommes qui les attendaient sur 2 puissantes motos à l'extérieur de l'hôpital. Il a fallu quelques minutes pour que l'autre agent de sécurité s'aperçoive que son collègue avait été menotté et que le bandit avait pris la poudre d'escampette et finalement sonné l'alerte. Ce matin, on recherche toujours Rick Vallée et ses 3 complices. Qui est ce Vallée? Il a été acquitté en décembre dernier du meurtre du chef de la bande des Jokers de Saint-Jean, une bande affiliée aux Hells Angels.
et il était détenu en attente d'extradition vers les États-Unis pour un autre meurtre, cette fois celui d'un informateur des policiers antidrogue américains qui avait sauté dans sa voiture. Richard Vallée était suspect dans ce complot. Il y a des questions qui se posent ce matin. Richard Vallée était considéré comme dangereux. C'était pas un petit fraudeur de cartes de crédit à Bordeaux pour purger une peine de 2 mois. Comment se fait-il qu'il était escorté par des agents d'une agence de sécurité privée, qu'il n'y avait eu aucune inspection des lieux où on l'a amené à l'hôpital, à commencer par la douche où se cachait le suspect avec une arme de calibre 12 en plein hôpital Saint-Luc? Il y a plusieurs questions qui devront trouver réponse aujourd'hui. Si, bien sûr, on a des réponses intelligentes à nous fournir. Et puis, il y en a un autre, on va rester dans ce merveilleux monde, là, il y a un autre, Hells Angels, qui lui aussi est accusé est menacé en tout cas d'extradition aux États-Unis. C'est le locataire du château des Lavigueurs. Oui, Scott Steinert, en fait, je vous corrige, Jacques, le propriétaire du château des Lavigueurs, qui est un membre des Hells Angels de Sorel, mais qui est aussi un homme d'affaires très prospère dans le monde des danseuses nues. Il a une agence qui fournit des danseuses nues au bar et aussi, il s'est impliqué depuis quelques mois dans la production de films porno. Et c'est son associé, Stéphane Chouinard, qui est venu dire hier au ministère de l'Immigration, au complexe Guy Favreau à Montréal, écoutez, vous ne devez pas extrader M. Steinert. C'est un homme d'affaires brillant et il fait des choses que certains peuvent réprouver, mais qui sont tout de même honnêtes. Pourquoi veut-on extrader Scott Steinert alors que l'on voit son modeste domicile? Eh bien, c'est parce que Steinert n'est pas citoyen canadien. Il est arrivé en provenance de son État natal, du Wisconsin, aux États-Unis, à l'âge de 5 ans. Et maintenant, qu'il est reconnu pour avoir un passé criminel, les autorités canadiennes voudraient l'extrader. Steinert, qui n'a jamais pensé demander la citoyenneté canadienne et dit que c'est un oubli, veut maintenant demeurer au Canada pour continuer ses activités et ses commerces. En plus de donner dans la production de films porno, Steinert est à mettre sur pied un site Internet où on pourrait voir danser les jeunes femmes en direct. Donc, c'est un homme branché sur la technologie et que le Canada voudrait bien extrader et aussi les corps policiers. On n'arrête pas le progrès. Est-ce que ça veut dire qu'on mettra notre ordinateur sur un tabouret? Pardon? Est-ce que ça veut dire qu'on mettra notre ordinateur sur un tabouret? Une danse à 10 sur Internet. Toucher n'est pas péché, mais en autant que ça reste sur votre clavier. Merci, Gaëtan. Au revoir. Évidemment, des longues listes d'attente en chirurgie cardiaque un peu partout au Québec. Et le député... Ce matin, Preston Manning, lui, donnait à Ottawa sa première conférence de presse. Si vous voulez, on va rejoindre tout de suite Lina Dib. Il est chef de l'opposition officielle maintenant. Et pour lui, Preston Manning, il n'est pas question qu'il se laisse décourager par les déclarations de Jean Charest. Là. Exactement. Lui, il continue de dire que ce serait possible de fusionner les conservateurs et les réformistes, surtout en Ontario. Vous savez, c'est surtout là qu'ils en ont besoin parce que les libéraux sont entrés très fort en Ontario. Donc, il continue de dire que oui, c'est possible, mais en entendant qu'est-ce que Jean Charest avait à dire hier soir, il dit, il faudra peut-être passer au-dessus de la tête de Jean Charest, ou plutôt, en fait, en dessous, parce qu'il dit que ce serait à la base de décider, que ce serait aux vrais militants de décider, par exemple, si dans une circonscription, on devrait présenter un candidat réformiste ou conservateur la prochaine fois, mais pas l'un contre l'autre, parce que ça divise le vote et les libéraux entrent. Preston Manning, c'est lui qui est le chef de l'opposition officielle. Quel rôle entend-il jouer? Mais il dit qu'il va essayer de défendre les intérêts de tout le monde, y compris ceux du Québec. Évidemment, ce matin, en conférence de presse, tout le monde lui est un petit peu tombé sur la tomate avec les histoires, avec la façon dont il a mené sa campagne électorale, campagne plutôt anti-Québec. On se souvient des annonces publicitaires contre les politiciens québécois. Il dit que c'était contre les politiciens québécois, pas contre le Québec, qu'on l'a tout simplement mal compris, que depuis le début, tout le monde... médit et dit du mal de lui, mais que c'est pas du tout ça que lui a essayé de dire, qu'il n'attaquait pas du tout le Québec. On l'a mal compris, mais s'il avait appris le français, peut-être. Mais ça, il promet, depuis 93 qu'il va apprendre le français. Depuis 93 qu'il dit qu'il va apprendre le français. Jusqu'à maintenant, pas beaucoup de résultats. Mais cette fois-ci, il dit qu'il y a des élus, plus d'élus réformistes qui parlent français, qui vont arriver à Ottawa, et plus d'élus réformistes aussi qui sont plus jeunes et qui peut-être vont apprendre plus vite que les plus vieux, comme lui, par exemple. Maintenant qu'il est chef de l'opposition, est-ce que son train de vie va changer?
Mais en tout cas, il va avoir une voiture parce qu'il est chef de l'opposition, il va avoir un salaire plus gros. Et vous savez, quand les réformistes étaient arrivés à Ottawa, ils étaient arrivés avec des goûts, tout ce qu'il y a de plus frugal. Ils refusaient les voitures, ils disaient qu'ils allaient se promener en taxi. Bon, là, on prend la voiture, mais ce qu'on dit par contre, c'est que Stornoway, non, Preston Manning n'ira pas habiter là. Vous vous souvenez, Lucien Bouchard avait refusé d'y aller lui aussi, mais pour d'autres raisons. Le Bloc a décidé d'élire domicile à Hull, au Québec, et non pas à Ottawa. Preston Manning, lui, dit que Stornoway, c'est trop extravagant, trop chic pour lui et sa femme. Il va habiter à l'hôtel, à moins que le gouvernement ne lui trouve une maison un peu plus modeste. Et à ce moment-là, oui, il habiterait dans une maison, mais plus modeste, pas Stornoway. Il laisse l'œuf de côté, il prend l'argent, l'enveloppe. OK, merci, au revoir. Au revoir. Revenons au Québec. L'aide juridique, un ménage s'impose, semble-t-il? Ah oui, parce que vous savez qu'en début de semaine, le vérificateur général du Québec nous disait que 82 700 bénéficiaires de l'aide juridique ont déclaré au ministère du Revenu des revenus supérieurs au seuil d'admissibilité. Alors, on a invité aujourd'hui le président de l'aide juridique, M. Pierre Laurent, qui est avec nous. Bonjour. M. Bruno, bonjour. Difficile à expliquer, 82 700 cas. Il faut être prudent. On considère comme extrêmement sérieux le rapport du vérificateur, mais l'ancienne loi était beaucoup plus permissive et permettait aux directeurs généraux et leurs représentants, c'est-à-dire les avocats pratiquant à l'intérieur de l'aide du réseau d'aide juridique, une certaine discrétion, qui permettait même de dépasser les seuils de des gens qui gagnaient même 50 000 $ qui ont eu accès. Le revenu qui était vérifié auparavant, avant le 26 septembre 1996, c'était le revenu hebdomadaire. La nouvelle loi est venue apporter des règles beaucoup plus strictes, beaucoup plus contraignantes relativement à l'analyse de l'admissibilité. Exemple, maintenant, c'est le revenu annuel estimé qu'on évalue et celui du conjoint ainsi que de tous les membres de la famille. Mais au moment où on est dans les compressions budgétaires, au moment où vous aussi, vous avez vu vos budgets réduits, est-ce que c'est pas à la bonne place que vous aviez ciblé? Vous auriez dû regarder toutes ces listes-là? Écoutez, c'est très, très sérieux. On prend comme très sérieux les commissaires, le rapport du vérificateur, mais on le trouve également rassurant. Et je m'explique pour deux raisons en particulier. Comme je vous disais tantôt, la loi est venue corriger beaucoup de choses depuis 7-8 mois. Deuxièmement, les commissaires, qui sont les premiers gestionnaires du réseau d'aide juridique, n'avaient pas attendu la venue du vérificateur pour implanter de nouveaux modes de gestion, de nouveaux modes de contrôle. Dans ce sens-là, il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais on va y voir. Et je rencontre dans les jours qui viennent M. le ministre de la Justice, qui est responsable du dossier d'aide juridique, et nous allons faire le point sur les recommandations du vérificateur général du Québec. On lisait le bâtonnier qui dit aussi qu'il y a un problème de structure à l'aide juridique. Il y a un problème de structure. C'est extrêmement lourd. C'est une structure qui date des années 70. Elle n'a jamais été modifiée. Difficile d'y voir clair et difficile de pouvoir voir seulement. Difficile aussi d'avoir l'uniformité, l'unité d'ensemble ou un leadership unifié. C'est 12 conseils d'administration, même on peut en parler de 14, parce qu'on a 2 cliniques d'aide juridique. Des sociétés totalement indépendantes. Ce sont des employeurs indépendants. Vous êtes en train de me dire qu'à titre de président, vous n'avez pas droit de regard sur ces 12 conseils d'administration régionaux? On a un droit de regard, les commissaires, d'abord pour la distribution des budgets. L'année débute toujours, l'année financière, le 1er avril, par la distribution des budgets. On a un deuxième droit de regard qui est extrêmement important, qui est accordé dans la loi, c'est de vérifier l'uniformité entre les régions du Québec de l'application de la loi et des règlements de l'aide juridique. Mais chacune des régions est autonome. Chacune des régions est un employeur en soi, est une personne morale au sens du Code civil. Alors, le commissaire, le président ou les 12 commissaires ici à Montréal ne sont pas les employeurs uniques de la Commission des services juridiques. C'est peut-être ça que vous voudriez voir changer un peu avec le ministre. Il y a beaucoup de personnes qui le souhaitent, puis je pense que le bâtonnier a été assez clair là-dessus ce matin et d'autres personnes également. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au niveau international, Pierre, maintenant, il y a eu une manifestation assez violente au Pérou. 5000 personnes qui manifestaient contre le président Fujimori. Vous savez, il a déjà fait 2 mandats et il tente de briguer un 3e mandat contre la loi constitutionnelle de son pays. Et on demande également la destitution de 3 juges. Il a ordonné, lui, la destitution de 3 juges du tribunal constitutionnel. Alors, devant tous ces faits-là, les étudiants qui étaient d'abord descendus dans la rue pour y aller d'une manifestation pacifique, ben voilà que l'armée est intervenue, les forces de l'ordre sont intervenues
venus en masse pour les disperser. Alors, 5000 personnes, des travailleurs et des étudiants dans la rue, vous voyez ce que ça donne. Et puis en Algérie, vous avez le résultat des élections? Oui, 66,30 % des gens qui ont participé à ce scrutin-là. Et le parti présidentiel du Rassemblement national démocratique est arrivé largement en tête de ces législatives hier avec 155 sièges. Il faut dire qu'il y a 396 sièges au Parlement, mais avec quelques coalitions aussi, on va former un gouvernement nettement majoritaire. Merci Pierre Bruno pour ce premier bloc de nouvelles. Parfait, puis bonnes vacances à vous, là. Merci bien. Bon été. Merci. Et après ces messages, d'autres nouvelles locales et régionales. Mesdames, Messieurs, la police de Trois-Rivières-Ouest fait preuve de retenue dans ses commentaires sur les circonstances de la spectaculaire évasion d'un hôpital montréalais du Hells Angels, Richard Vallée. La direction du service reconnaît toutefois qu'à l'évidence, les agents qui accompagnaient le motard n'avaient pas pris la précaution d'aller inspecter la salle de bain dans laquelle s'était dissimulé un complice armé. Vallée, un nomade, était aussi membre du chapitre des Hells Angels de Trois-Rivières-Ouest. La police locale s'attend d'ailleurs à ce qu'il vienne se réfugier dans la région. Le braqueur du dépanneur de la rue Notre-Dame de Trois-Rivières-Ouest a été accusé ce matin de vol qualifié et de port d'armes dans un dessin dangereux. Marc Bergeron, que l'on voit à 29 ans, il est de Sorel, il a été arrêté mercredi. Il s'est livré lui-même à la police puisqu'un mandat d'arrestation avait été émis contre lui. La police de Trois-Rivières-Ouest a reçu plusieurs appels anonymes identifiant l'individu suite à la diffusion de la bande vidéo. La police de Tracy l'avait également clairement identifié. Bergeron aurait également avoué 2 autres vols dans la région de Saint-Hyacinthe. Il devra subir un examen psychiatrique avant sa prochaine comparution devant le tribunal. La Sûreté du Québec a repris ses recherches sur la rivière Saint-Maurice dans l'espoir de retrouver les 2 jeunes qui se sont noyés le 7 mai. Un hélicoptère et une embarcation moteur y prennent part entre Shawinigan et le barrage de la Gabelle. La baisse du niveau d'eau devrait maintenant faciliter l'examen plus minutieux de la rivière. Le début actuel est à 380 mètres cubes secondes. Il était à 2680 mètres cubes secondes au moment de l'accident. Gabriel Saint-Yves et Réal Gélina avaient été emportés par les puissantes chutes de Shawinigan. Un autre copain avait réussi à s'en sortir. Les funérailles de 2 victimes de l'explosion de Saint-Grégoire seront célébrées samedi à 11 h pour Roch-Lemay et à 13 h 30 pour Roger Martel. Entre-temps, les dons affluent pour venir en aide à la douzaine de locataires jetés à la rue autour de l'usine Lemay. On touche maintenant les 6 000 $. C'est sans compter la contribution de plusieurs milliers de dollars d'un industriel anonyme. Ce matin, les 5 grands brûlés sont toujours dans un état stable. Ce n'est quand même rien pour apaiser l'angoisse de la communauté de Saint-Grégoire. Martin Lemay se trouvait dans un bureau de l'usine lors de l'explosion. 3 jours plus tard, il a l'impression d'y être encore. Les flammes ne l'ont pas touché, mais sa blessure est profonde. Son père, propriétaire de l'usine, est décédé. Sa sœur et ses amis ont été brûlés. C'est terrible. C'est tout ce qu'on voit. C'est les gens brûlés que j'ai vus. C'est la shop qu'on perd. Moi, j'ai perdu mon père dedans. Fait que c'est sûr que c'est dur. Toute la journée, il a trouvé la force d'accompagner les inspecteurs en incendie. Lui aussi veut comprendre ce qui a pu se passer. Un feu rapide. Ouais. Il faut qu'il y ait eu quelque chose en quelque part. Ouais. C'est ça qu'il faut trouver. Ça. Mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Ah, la shop, je sais pas. C'est pas ça qui me fait le plus mal. C'est voir mes chums qui sont carrément brûlés, là. Ça me touche. 5 personnes sont toujours hospitalisées. Oui, salut, Doc. T'as des nouvelles des gens là, aux 2 centres des Grands Brûlés? Et ça donne quoi? Leur situation est stable, mais certains sont dans un état très critique. Les 5 familles qui ont tout perdu dans les décombres ont été relocalisées temporairement. Toute la municipalité se mobilise pour leur venir en aide. Pour les Lemay, il est encore beaucoup trop tôt pour décider de l'avenir de l'usine. On préfère attendre quelque temps. Honnêtement, j'espère que ça va repartir, c'est sûr. J'espère. Ça va prendre de l'aide, c'est bien évident. Marie-Christine Saint-Pierre, TVA, à Saint-Grégoire. Rue et de la rue Saint-Marc. Pour les commerçants, il s'agit de faire revivre un peu la vieille ville. Voici Lionel a marqué aussi qu'on va donner un autre style à la marquise. Raymond Ayotte a plusieurs idées pour améliorer l'apparence de son immeuble à bureaux. Comme plusieurs commerçants du coin, il a adhéré au programme Parvic. Au Québec, la ville et les participants se partagent les coûts à part égale. Pour l'homme d'affaires, la rue a bien besoin de cette chirurgie reconstructive. Les bâtisses qui sont existantes, il faut vraiment qu'ils soient retapés. Puis en gardant quand même
le patrimoine. Pour plusieurs commerces, les travaux commenceront sous peu. Une firme d'ingénieurs supervise les plans afin de préserver un certain cachet. C'est pas nécessairement pour enlever le cachet de l'ancienne, c'est pour restaurer, parce que le projet, ils veulent garder l'historique des bâtiments, donc il faut rénover, restaurer et non changer de look complètement. Le restaurant chinois Sonhua existe depuis plus de 20 ans. Son propriétaire, Tung Lung, vient de rénover l'intérieur. Pour sa façade, il devra débourser 40 000 $. Comme les affaires ne vont pas très bien, il trouve cela lourd. Ça, c'est les Shawinigan, c'est très, très dur. Moi, c'est good. En bas des villes, le parking, le monde m'a dit ici, pour payer de Kingsbury, de tickets, tout ça. La ville s'est déjà engagée à une seconde phase où un autre million servira à parfaire son image. Voilà qui contribuera peut-être à remplir les nombreux locaux vacants. Eddie Verbeek, TVA, Shawinigan. La MRC Mekinac et la Sûreté du Québec signent une entente en vue de la desserte policière des 11 villages de cette région. La police provinciale y assignera d'ici 5 mois 18 policiers. Ceux-ci seront relogés à Saint-Tite dans un lieu qui n'a pas encore été choisi. L'installation d'un détachement de la SQ à Saint-Tite amènera à l'abolition de celui de Shawinigan. Le ministre de l'Éducation, ou la ministre plutôt, permet aux écoles d'introduire graduellement, à partir de septembre, la formule des maternelles à temps plein. Cela signifie que les parents pourront choisir, pour les premiers temps, de n'envoyer leur enfant qu'à temps réduit. Ils devront toutefois pourvoir eux-mêmes au transport. Dans une communication écrite, la ministre Pauline Marois reconnaît que les maternelles à temps plein heurtent les valeurs de certains parents. Elle estime que dans ces circonstances, mieux vaut une application flexible que mécanique de cette nouvelle formule. L'existence d'un deuxième Trois-Rivières en Guadeloupe crée de la confusion dans les services postaux. Imaginez-vous qu'un envoi destiné à la station Chem, en provenance de l'État de Washington aux États-Unis, s'est retrouvé à Trois-Rivières en Guadeloupe. Il faut dire que l'enveloppe était adressée à Trois-Rivières, mais sans la précision qu'il s'agissait de Trois-Rivières Canada. Les postes américaines l'ont donc acheminé vers les Caraïbes. Quelqu'un là-bas a tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas du bon Trois-Rivières. 4 résidents de Cap-de-la-Madeleine ont été décorés de la médaille du mérite municipal. Le docteur André Aubry, Pierre Berlinguet, Georges Lambert et Jules Lemay ont reçu cette distinction pour souligner leur contribution au mieux-être de la collectivité madelinoise. Les Red Wings de Détroit sont sur le point de remporter la prestigieuse Coupe Stanley. Hier, ils ont facilement battu les Flyers de Philadelphie 6-1, ce qui fait qu'il ne manque qu'une seule victoire aux Wings pour éliminer les Flyers. À Détroit, pour certains partisans, le départ de Paul Coffey et l'arrivée de Brendan Shanahan signifient victoire. Les Flyers ont cependant refroidi l'ardeur des partisans hier en début de match en prenant les devants, mais ce fut le seul moment de réjouissance pour l'équipe de Terry Murray, puisque Steve Yzerman a aussitôt répliqué avec le premier d'une série de 6 buts sans réplique. Ron Hextall n'a pas relancé son équipe comme son entraîneur le souhaitait. Au contraire, Brendan Shanahan a trouvé cette façon plutôt originale de le déjouer. Sergei Fedorov a mené l'attaque des siens avec 2 buts et 2 passes dans un gain facile des Wings 6-1. Détroit, qui a dominé sur toutes les facettes du jeu, incluant la robustesse, n'est qu'à une victoire d'une première Coupe Stanley depuis 42 ans. La suite, samedi. Confrontation inégale hier au Stade olympique entre les Expos et les Braves. Danny Nagel n'a permis que 6 coups sûrs dans un gain facile d'Atlanta 9-0, alors que Dustin Hermanson a accordé 5 buts sur balle et 3 points en 3 manches. Keith Lockhart a été le meilleur à l'attaque avec 1 circuit, 1 simple et 2 points. Omar Dahl a cafouillé à son endroit avec ce très mauvais relais au premier. 2 coureurs sont venus marquer, mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que Vladimir Guerrero s'est étiré un muscle à la cuisse. Il ratera 2 semaines d'activité. Ce soir, Jim Bollinger tentera de relancer les Expos lors du premier match d'une série de 4 contre les Cubs de Chicago. Les Oilers d'Edmonton sont à vendre pour 85 millions de dollars américains. Le propriétaire Peter Pocklington en a fait l'annonce hier en conférence de presse, soutenant avoir essuyé des pertes de plus de 6 millions de dollars cette saison. Il a assuré que l'équipe jouera à Edmonton en 97-98, mais il n'a offert aucune garantie en vue de la saison suivante. I've done my best to keep the team here in the past. I'll do my best to sell the team to people who will keep it here in the future. My first priority is to seek out local investors to step forward and take my place. Finalement, en athlétisme, le Montréalais Bruni-Surin a pris le 5e rang de l'épreuve de 100 mètres de la rencontre de Rome. Il a terminé à 10 centièmes du gagnant, le Britannique Linford Christie. Le coureur Alexandre Marchand de Pointe-du-Lac poursuit son entraînement en vue d'importantes compétitions dans les prochains mois. Serge Allary a préparé ce qui suit.
Alexandre Marchand revient à peine d'un entraînement en Floride et l'athlète de Pointe-du-Lac est présentement dans une forme resplendissante. Classé 6e l'an dernier au championnat du monde junior, Marchand a des objectifs élevés cette année chez les seniors. Oui, les grosses compétitions sont toutes à la fin août et puis début septembre. J'espère faire un podium aux Jeux du Canada, puis peut-être une finale aux Jeux de la francophonie à Madagascar, puis faire l'équipe pour les championnats du monde universitaire en Italie. Alexandre Marchand entend également consacrer beaucoup d'énergie cette année aux 400 mètres haies, une épreuve exigeante qu'il a couru l'an dernier en 51 secondes et 29 centièmes. C'est l'une des plus dures dans le sport, tout sport confondu. C'est là que le taux d'acide lactique va augmenter le plus élevé. C'est difficile, là. Je suis encore essoufflé, puis ça fait à peu près 5 minutes que je viens de finir, là. Alexandre Marchand a de grandes ambitions cette année. Sérieux, il se prépare déjà en pensant aux prochains Jeux olympiques d'été de Sydney en Australie. Les Olympiques s'en viennent bientôt dans environ 1000 jours. Donc, il nous reste encore des 1000 et des 1000 heures d'entraînement. Mais je suis très confiant de les faire en 2000, puis on va s'entraîner fort pour ça. Alexandre Marchand consacre une trentaine d'heures par semaine à l'entraînement. Âgé de 20 ans, l'avenir s'annonce prometteur pour lui, puisque dans sa discipline, les meilleurs atteignent leur maximum vers la fin de la vingtaine. Serge Aléry, TVA, Trois-Rivières. Donc, comment allez-vous, Ginette? Ça va très bien. Il y a bien du monde autour de vous. Qu'est-ce qui vous accompagne aujourd'hui? Mon mari André, mes soeurs, mes belles-sœurs, ma blonde, mon fils. La famille, etc. Vous avez combien d'enfants, vous? 3 enfants. Est-ce que c'est vrai, madame, que vous avez gardé Isabelle Richer quand elle était petite, là, vous, là? On me disait ça? Oui, oui. Bon, ben, madame a gardé Isabelle Richer quand elle était petite. Bon. OK. Vous irez la voir après. Oui. Je sais pas si elle a des fesses, mais en tout cas, demande Jean-Pierre. Alors, écoutez, qu'est-ce que vous faites comme sport ou comme loisir, madame Despito? De la marche et de la moto. Comme projet, qu'est-ce qu'on a eu le temps de faire, là? Bon, un petit voyage dans l'Ouest canadien. On va commencer avec ça, aller voir Preston Manning. Aller voir l'Ouest canadien, excusez-moi. OK. Et ben, c'est un beau projet. Comme travail, vous travaillez dans une caisse populaire, si je ne m'abuse. Donc, vous saurez quoi faire avec votre argent? Oh oui. OK. Alors, mes chers amis, on encourage, on applaudit de Sainte-Terre Madame Ginette Despito. Madame, allez-y. La roue est à vous, ma chère amie, et bonne chance. Et voilà, c'est parti. Dites-moi, Ginette, est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez peut-être saluer? Je vais saluer mes fils qui sont à la maison, mon père, mes collègues de travail, des amis, des parents. D'accord, on vous souhaite la meilleure des chances possibles et je vous rappelle que nos tirages se déroulent donc sous la surveillance de la firme Samson Belair, Deloitte et Touche. 5 000, c'est le minimum, mais ça peut être 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 250, 1 100 000. Ça commence à ralentir. Alors, voyons voir, ma chère amie. Et là! Attendez, il faut que ça reste 5 secondes dans la même case. Ah ben maintenant, ma chère amie, je vous déclare que c'est officiel. Vous gagnez 25 000 $. Vous êtes content? Ah, bravo! Félicitations, ma chère amie, félicitations. Bon, ben pour l'instant, on retrouve Jean-Pierre et ses invités. Jean-Pierre? Oui, il y a des économies à faire, c'est sûr. La trappe à souris, par exemple. Oui. Très efficace. Hein? J'en ai installé une à la maison et voici la souris que j'ai pognée. Attendez. Ah, c'est une souris d'ordinateur. Oui, mais c'est ça, je l'ai installé dans mon bureau. T'es pas brillant. Ben J'y ai pas pensé. Ça ici, j'ai bien aimé ça. Vous savez ce que c'est, ça, hein? Non, qu'est-ce que c'est, ça? Je vais le montrer. Oh, que ces hommes-là ont cuisiné. Non, mais c'est un affaire pour... C'est un tamis, un petit tamis? C'est une raquette de tennis. Même pas. C'est pas un petit tamis? Non, c'est un confessionnal portatif, ça. Oui, mon père, j'ai pêché. J'ai pêché, puis je n'ai pogné un long de même.